Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'oppression dans la poitrine lorsque quelqu'un qui devrait vous aimer semble vous en vouloir? Cette étrange sensation que, derrière le sourire, se cache quelque chose de froid, de calculé, presque cruel. C'est comme si une partie de vous murmurait « Cette personne n'est pas là pour votre bien ». Mais votre esprit rationnel fait rapidement taire cette voix. Après tout, il n'y a pas de preuves concrètes, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas de trahison explicite. Freud appelait cela l'ambivalence affective, la capacité humaine à ressentir simultanément de l'amour et de la haine pour la même personne. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Quand un proche développe une haine secrète à votre égard, déguisée en attention, en protection ou en amitié, il ne crie pas qu'il vous déteste. Au contraire, il reste à vos côtés, mais chaque geste d'affection est empreint d'une pointe de venin. Le plus effrayant, c'est que vous le sentez, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Votre corps réagit avant que votre esprit ne comprenne. Vous êtes tendu en leur présence, votre estomac se contracte, votre énergie s'épuise. C'est comme si quelque chose de primitif en vous reconnaissait le danger, mais votre éducation, votre besoin d'être civilisé, vous empêche de vous fier à cette intuition ancestrale. Cette personne qui vous déteste en secret est passée maître dans un art cruel, vous faire douter de votre propre santé mentale. Elle sait exactement comment vous blesser sans laisser de traces visibles, comment vous vider de votre énergie sans que personne ne s'en aperçoive, comment semer le doute en vous tout en vous souriant et en vous disant qu'elle vous aime. C'est une forme de violence émotionnelle si subtile que vous-même doutez qu'elle soit réelle. Peut-être s'agit-il de ce membre de votre famille qui trouve toujours le moyen de minimiser vos réussites, ou de cet ami qui n'apparaît que lorsque vous allez mal, mais qui disparaît dans vos moments de joie. Il peut même s'agir de quelqu'un qui vit sous votre toit, qui partage votre table, qui connaît vos secrets les plus intimes, mais qui secrètement souhaite votre échec. Aujourd'hui, je vais vous montrer 8 signes que Freud utiliserait pour identifier quand un proche nourrit une haine secrète à votre égard. Il ne s'agit pas seulement de mauvais comportements ou de moments d'irritation, mais de schémas psychologiques profonds qui révèlent un cœur divisé, où ce qui devrait être de l'amour s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sombre. Et surtout, je vais vous apprendre à faire à nouveau confiance à cette voix intérieure que vous avez étouffée, car elle pourrait être la seule chose qui vous sépare d'années de souffrance émotionnelle silencieuse. Il existe un type d'agression que Freud décrivait comme une formation réactionnelle, lorsque nos pulsions destructrices se déguisent en leur contraire extrême. C'est lorsque la haine se cache derrière le masque de l'attention, lorsque l'envie se déguise en inquiétude, lorsque le désir de vous voir échouer se cache derrière des conseils apparemment avisés. Vous reconnaissez cette personne, c'est celle qui a toujours une remarque constructive à faire sur vos choix. Lorsque vous lui parlez d'une nouvelle opportunité, elle ne dit pas « c'est génial », mais « es-tu sûr que c'est une bonne idée ?» Lorsque vous êtes enthousiasmé par un projet, elle ne vous demande pas « comment puis-je t'aider ?» mais « as-tu pensé à tout ce qui pourrait mal tourner ?» C'est comme si elle avait un besoin compulsif de trouver la faille dans votre bonheur. Ce qui rend cela dévastateur, c'est que, superficiellement, cela semble être une préoccupation sincère. Ils utilisent les bons mots. « C'est juste parce que je me soucie de toi. Je ne veux pas que tu te fasses du mal. J'essaye de te protéger. » Mais observez comment vous vous sentez après ces conversations. Votre énergie diminue, votre confiance vacille, l'enthousiasme que vous aviez se transforme en doute. C'est comme s'il prenait votre lumière et y plaçait délicatement un filtre sombre. Cette personne a un talent particulier pour apparaître exactement au moment où vous êtes le plus vulnérable ou le plus optimiste. Lorsque vous décidez enfin de parier sur vous-même, elle surgit avec ses avertissements réalistes. Lorsque vous êtes sur le point de franchir une étape importante, elle arrive avec ses considérations prudentes. C'est comme s'ils avaient un 6e sens pour détecter quand vous êtes prêt à vous envoler, juste pour vous rappeler toutes les raisons pour lesquelles vous pourriez tomber. C'est une forme de sabotage psychologique qui fonctionne en érodant lentement votre confiance en vous. Ils n'attaquent pas de front, ce serait trop évident. Au lieu de cela, ils sèment des graines de doute qui poussent silencieusement en vous. Et s'ils avaient raison, commencez-vous à penser. Et si j'étais vraiment naïf? Et si je me faisais des illusions? Ces questions résonnent sans cesse dans votre esprit, sapant votre capacité à prendre des décisions avec conviction. Freud comprenait que cette personne n'essaie pas consciemment de vous détruire. En fait, elle peut sincèrement croire qu'elle vous aide, mais au fond de son inconscient, il y a une force qui ne supporte pas de vous voir briller. Peut-être parce que votre succès expose son échec.
Peut-être parce que votre courage met en évidence sa lâcheté, ou peut-être simplement parce qu'elle a intériorisé l'idée qu'il n'y a de place que pour une seule personne pour briller, et qu'elle ne veut pas que cette personne soit vous. Le plus cruel, c'est qu'ils connaissent vos faiblesses mieux que n'importe quel ennemi déclaré ne les connaîtrait jamais. Ils savent exactement où appuyer pour vous amener à vous remettre en question. Si vous n'êtes pas sûr de votre apparence, ils feront des commentaires affectueux sur le fait que vous pourriez mieux prendre soin de vous. Si vous avez peur de ne pas être assez intelligent, ils trouveront toujours un moyen subtil de remettre en question vos décisions. C'est chirurgical, c'est précis et c'est dévastateur. Cette personne a une mémoire sélective impressionnante. Elle se souvient de chaque fois que vous avez échoué, de chaque erreur que vous avez commise, de chaque moment où vous n'avez pas été parfait. Et elle utilise ces souvenirs comme preuve pour vous convaincre que vous devriez être plus prudent désormais. Tu te souviens de la dernière fois où tu as essayé quelque chose comme ça, disent-ils, toujours avec ce ton de quelqu'un qui se contente d'être réaliste. Mais ils oublient commodément toutes les fois où tu as réussi, toutes tes victoires, tous les moments où tu as prouvé que tu avais raison. Ce qui se produit est un processus psychologique que Freud appellerait introjection. Vous commencez à absorber la vision négative qu'ils ont de vous comme si c'était votre propre voix intérieure. Vous intériorisez leurs critiques internes. Même lorsqu'ils ne sont pas là, vous entendez leur voix dans votre tête remettre en question chacun de vos gestes, chacun de vos rêves, chacun de vos projets. Vous commencez à douter de votre propre perception. Peut-être ont-ils raison, pensez-vous. Peut-être suis-je vraiment trop impulsif, trop rêveur, trop naïf. Et ainsi, lentement, vous intériorisez la vision qu'ils ont de vous. Une version diminuée, plus sûre, plus contrôlable, plus pratique pour leur confort émotionnel. Ce qui se passe, c'est que vous cessez de rêver en leur présence. Vous cessez de partager vos idées les plus audacieuses. Vous cessez de parler de vos projets les plus ambitieux. Vous apprenez inconsciemment qu'il y a un prix émotionnel à payer pour garder espoir auprès de cette personne. Et ce prix est très élevé, votre propre capacité à croire en vous-même. Vous développez une autocensure automatique. Avant même de penser à quelque chose de nouveau, vous anticipez déjà leurs objections. Avant même de vous enthousiasmer pour une possibilité, vous vous préparez déjà à la douche froide qui viendra inévitablement. C'est comme s'ils avaient installé un logiciel de limitation dans votre esprit, programmé pour vous empêcher de voler trop haut. Mais votre corps connaît la vérité. C'est pourquoi vous vous sentez épuisé après avoir passé du temps avec eux. C'est pourquoi votre intuition s'agite lorsqu'ils commencent à parler. C'est pourquoi vous ressentez cette sensation étrange dans votre estomac lorsqu'ils vous offrent leurs conseils prudents. Parce qu'au fond, vous reconnaissez que vous ne recevez pas de soins, mais que vous êtes lentement empoisonné par une dose d'insécurité déguisée en protection. S'il y a une chose que Freud comprenait profondément, c'était la capacité humaine à transformer notre douleur intérieure en arme contre les autres. Il appelait cela la projection, lorsque nous rejetons sur les autres ce que nous ne pouvons accepter en nous-mêmes. Et l'une des formes les plus cruelles de cette projection est le sarcasme destructeur, cet humour acerbe qui ronge votre estime de soi goutte à goutte. Vous connaissez ce type de personne. Celle qui transforme chacune de vos insécurités en blague. Celle qui, lorsque vous êtes vulnérable, lorsque vous vous ouvrez, lorsque vous partagez quelque chose d'important, trouve le moyen de vous faire sentir ridicule. Ils n'attaquent pas directement, ce serait trop évident. Au lieu de cela, ils utilisent le rire comme un déguisement pour leur cruauté. « Oh, tu crois vraiment à ça ?» suivi d'un petit rire. « Tu as toujours été un peu dramatique, non ?» accompagné d'un sourire apparemment affectueux. « Détends-toi, c'est juste une blague. » Lorsque vous montrez que vous êtes blessé, c'est comme s'ils avaient un radar pour détecter vos points sensibles et un besoin compulsif de les titiller, toujours avec une excuse toute prête pour quand vous réagissez. Ce qui rend cela psychologiquement dévastateur, c'est que vous êtes pris dans un cercle vicieux. Si vous ne réagissez pas, il continue. Si vous réagissez, vous devenez le sensible, le dramatique, celui qui ne sait pas prendre une blague. C'est un piège émotionnel parfait. Ils parviennent à vous blesser et vous font encore culpabiliser d'être blessé. Cette personne a une capacité impressionnante à masquer son agressivité sous forme d'humour. Elle vous a étudié pendant si longtemps qu'elle sait exactement sur quel bouton appuyer pour vous déstabiliser émotionnellement. Si vous avez des complexes sur votre poids, elle fera des blagues sur la nourriture devant vous. Si vous manquez de confiance en votre intelligence, elle trouvera des moyens subtils de remettre en question vos opinions en public. Toujours avec le sourire, toujours comme si ce n'était qu'une plaisanterie innocente. Le plus pervers, c'est qu'elle choisit les moments où vous êtes le plus vulnérable pour vous attaquer.
Lorsque vous êtes heureux et que vous partagez une bonne nouvelle, ils font une blague qui diminue votre joie. Lorsque vous êtes triste et que vous avez besoin de soutien, ils font des blagues sur votre dramatisme. C'est comme s'ils avaient un besoin compulsif d'équilibrer toute émotion positive de votre part avec une dose d'humiliation déguisée en humour. Freud expliquerait que cette personne gère sa propre douleur à travers vous. Peut-être ont-ils eux-mêmes été ridiculisés dans le passé et perpétuent-ils maintenant ce cycle. Peut-être se sentent-ils tellement peu sûrs d'eux que la seule façon de se sentir supérieur est de vous faire sentir inférieur. Ou peut-être ne supportent-ils tout simplement pas l'idée que vous puissiez être heureux alors qu'eux ne le sont pas. Il y a un schéma cruel dans ce comportement. Ils s'en prennent toujours à vos tentatives de croissance ou d'estime de soi. Si vous essayez de mieux prendre soin de vous, ils se moquent de votre obsession pour la santé. Si vous étudiez quelque chose de nouveau, ils ironisent sur votre intérêt soudain pour le savoir. Si vous essayez d'améliorer votre estime de soi, ils font des commentaires sarcastiques sur votre nouvelle phase d'auto-assistance. Ce qui se passe, c'est que vous développez une hypervigilance émotionnelle en présence de cette personne. Vous commencez à mesurer chaque mot, chaque geste, chaque expression, en essayant d'anticiper la prochaine attaque déguisée en plaisanterie. Votre spontanéité s'éteint peu à peu. Vous perdez votre capacité à être authentique parce que vous vous protégez constamment du prochain moment drôle à vos dépens. Mais voici ce qui fait le plus mal. Vous espérez toujours que, cette fois-ci, ils vous soutiendront. Cette fois-ci, quand vous en aurez besoin, ils seront vraiment là. Alors vous vous ouvrez à nouveau vulnérable, plein d'espoir, et ils font la même chose. C'est comme toucher une clôture électrique à plusieurs reprises en croyant toujours que cette fois-ci, ça ne fera pas mal. Cette personne a développé une forme sophistiquée de manipulation émotionnelle. Lorsque vous confrontez son comportement, elle renverse la situation. C'est toi qui es trop sensible. C'était juste une blague. Pourquoi prends-tu toujours tout au sérieux? Tu dois te détendre et avoir plus d'humour. Elle parvient à vous faire remettre en question votre propre perception de la réalité. Vous commencez à vous demander, suis-je vraiment trop sensible? Est-ce que j'exagère? Observez votre comportement en présence de cette personne. Mesurez-vous vos mots? Évitez-vous de parler de choses importantes? Avez-vous l'impression de devoir constamment vous défendre? Cela s'explique par le fait que, inconsciemment, vous savez que vous vous trouvez dans un champ de mine émotionnel. Chacun de vos mots peut devenir une arme pour leur prochaine blague. Le plus tragique, c'est que vous pouvez commencer à intérioriser la voix sarcastique de cette personne. Lorsque vous êtes seul et que vous envisagez de faire quelque chose de différent, de prendre des risques, de rêver en grand, vous entendez son petit rire résonner dans votre esprit. « Pour qui te prends-tu » murmure cette voix intérieure qui n'est plus la vôtre mais la sienne. « Tu penses vraiment que tu peux y arriver » Freud dirait que vous intériorisez les critiques constantes de cette personne. Peu à peu, leur voix devient une voix dans votre tête. Vous commencez à vous remettre en question avant même de parler, anticipant le jugement, vous surveillant pour éviter de devenir une cible. C'est ainsi que fonctionne le sarcasme destructeur. Non seulement il fait mal sur le moment, mais il sème les graines du doute qui grandissent en silence jusqu'à ce que vous perdiez le courage d'être vous-même. Le masque du sourire blessé est l'un des plus dangereux, car il dissimule la cruauté de l'humour, vous rendant presque impossible de vous défendre sans paraître exagéré ou dépourvu d'humour. Il y a un moment dévastateur dans la dynamique avec les personnes qui vous détestent secrètement, lorsque vous réalisez que chacune de vos réussites devient automatiquement une menace pour elles. Freud appelait cela le narcissisme compétitif, l'incapacité de célébrer le succès des autres parce qu'il expose nos propres limites. Mais lorsque cette compétition vient d'un proche, elle se transforme en quelque chose de beaucoup plus cruel, une guerre silencieuse dont vous ne saviez même pas que vous la meniez. Vous partagez une bonne nouvelle, une promotion, une reconnaissance, un petit triomphe personnel, et leur réaction est comme un seau d'eau froide déguisé en célébration. « Ah, tant mieux pour toi !» disent-ils, mais le ton est faux. Le sourire n'atteint pas les yeux. Il y a une pause imperceptible avant la réponse, comme s'ils avaient besoin de traiter l'information et de calculer la réaction appropriée. Ce qui se passe ensuite est encore plus révélateur. En quelques secondes, ils détournent la conversation vers eux-mêmes. À propos, tu ne peux pas imaginer ce qui m'est arrivé hier. Ou alors ils minimisent votre réussite. Oui, ces choses-là arrivent quand on s'y attend le moins. Parfois, ils parviennent même à transformer votre moment de gloire en une occasion de parler de quelque chose de similaire qu'ils ont fait, mais en plus grand, en mieux, en plus impressionnant.
C'est comme s'il y avait un compteur invisible dans l'esprit de cette personne, et chaque fois que vous montez d'un cran, elle a désespérément besoin d'en monter deux. Non pas pour célébrer avec vous, mais pour s'assurer de rester au-dessus de vous dans la hiérarchie émotionnelle qui n'existe que dans son esprit. Freud comprenait que ce besoin compulsif de rivaliser provient d'une blessure narcissique profonde, l'incapacité de se sentir valorisé sans se comparer constamment aux autres. Le plus douloureux, c'est que vous réalisez qu'il n'y a jamais eu de place pour vos victoires dans la vie de cette personne. Lorsque vous vous battiez, souffriez, rencontriez des difficultés, elle était à vos côtés. Mais dès que vous avez commencé à grandir, à briller, à accomplir des choses, une barrière invisible s'est dressée entre vous. C'est comme s'ils ne pouvaient vous aimer que lorsque vous étiez assez petit pour ne pas menacer leur image d'eux-mêmes. Cette compétition silencieuse se manifeste de manière subtile et dévastatrice. Ils oublient de vous féliciter pour vos réalisations importantes. Lorsque d'autres personnes vous complimentent en leur présence, ils changent rapidement de sujet. Si vous êtes enthousiaste en parlant d'un projet, ils trouvent des moyens de montrer leur désintérêt. Ils regardent leur téléphone portable, font des commentaires parallèles ou ne posent tout simplement pas de questions qui démontrent une curiosité sincère pour votre réussite. Ce que Freud a découvert, c'est que ces personnes développent une allergie psychologique à votre croissance. Chaque pas que vous faites en avant agit comme un miroir cruel qui reflète leur stagnation. Votre courage expose leur lâcheté. Votre détermination met en évidence leur paresse. Vos résultats crient leur manque de résultats. Et au lieu d'utiliser cela comme motivation pour grandir, ils préfèrent vous ramener au niveau où ils se sentent à l'aise. La guerre non déclarée a des règles cruelles qu'eux seuls connaissent. Vous ne pouvez pas gagner parce que vous ne savez pas que vous jouez. Vous ne pouvez pas vous défendre parce que vous ne comprenez pas que vous êtes attaqué. Vous ne ressentez que le froid dans l'air chaque fois que quelque chose de bien arrive dans votre vie, l'énergie étrange qui envahit l'atmosphère lorsque vous avez des raisons de sourire. Ils développent une mémoire sélective impressionnante. Ils se souviennent de chacun de vos échecs avec des détails saisissants, mais vos réussites disparaissent tout simplement du récit qu'ils racontent à votre sujet. Si quelqu'un leur pose des questions à votre sujet, ils parlent de la personne que vous étiez dans vos pires moments, jamais de la personne que vous êtes devenue dans vos meilleurs moments. Le plus dévastateur est de réaliser que vous avez intériorisé cette compétition. Vous avez commencé à minimiser vos propres réalisations avant même de les partager. Oh, ce n'était pas grand-chose, dites-vous, anticipant leur réaction froide. Vous avez pris l'habitude de vous rabaisser pour ne pas heurter l'ego blessé de cette personne. C'est comme si vous aviez appris à vous faire petit pour vous adapter à l'espace émotionnel limité qu'elle vous réserve. Freud appellerait cela l'identification à l'agresseur, c'est-à-dire lorsque vous intériorisez le point de vue de celui qui vous fait du mal. Vous cessez de célébrer vos victoires parce que vous avez appris qu'elles causent de l'inconfort. Vous cessez de rêver en grand parce que vous avez réalisé que cela crée des tensions. Vous devenez complice de votre propre rabaissement. Tout cela pour maintenir la paix avec quelqu'un qui, secrètement, vous souhaite du mal. Mais votre inconscient enregistre chaque moment où ils auraient dû célébrer et ne l'ont pas fait. Chaque félicitation qui n'est pas venue. Chaque sourire forcé. Chaque détournement de conversation. Et peu à peu, vous comprenez que vous n'êtes pas dans une relation de soutien mutuel, mais dans une compétition où le prix revient à celui qui brille le plus, et ils ont déjà décidé que ce prix ne peut pas être le vôtre. Nous arrivons au point le plus cruel de cette dynamique, ce moment où vous comprenez enfin ce que Freud voulait dire lorsqu'il parlait de la pulsion de mort déguisée en amour. C'est lorsque cette personne qui devrait être à vos côtés choisit l'arme la plus silencieuse et la plus dévastatrice de toutes, la froideur émotionnelle. Ce n'est pas de la colère explicite, ce n'est pas une dispute déclarée. C'est quelque chose de bien pire. C'est le retrait calculé de l'affection au moment même où vous en avez le plus besoin. Vous traversez une période difficile et vous recherchez la chaleur humaine de cette personne qui a toujours été là. Mais au lieu de trouver l'étreinte que vous espériez, vous vous heurtez à un mur de glace. Ils sont physiquement présents, mais émotionnellement absents. Ils répondent à vos messages par des monosyllabes. Ils écoutent vos confidences avec une expression neutre, presque ennuyée. C'est comme si vous étiez devenu invisible au moment même où vous aviez le plus besoin d'être vu. Ce qui rend cela psychologiquement destructeur, c'est que cette froideur s'accompagne d'un message subliminal dévastateur. Tu ne mérites pas mon amour quand tu es comme ça. Freud comprenait que le retrait de l'affection est l'une des formes les plus primitives et les plus efficaces de contrôle émotionnel. Parce que nous avons tous, au fond de notre âme,
cette peur ancestrale de l'abandon. Et cette personne a découvert comment utiliser cette peur contre vous. Elle ne dit pas « je suis en colère contre toi » ou « je suis déçu ». Ce serait trop honnête, trop direct. Au lieu de cela, elle se fige simplement. Ses mots deviennent mesurés, mécaniques. Ses gestes deviennent automatiques. C'est comme si elle avait baissé un rideau émotionnel entre vous, et vous restez à l'extérieur, frappant à la porte, suppliant pour entrer. La froideur de cette personne a une précision chirurgicale qui serait impressionnante si elle n'était pas aussi cruelle. Elle n'est pas aléatoire. Elle survient stratégiquement au moment où vous êtes le plus vulnérable, lorsque vous avez le plus besoin de connexion, lorsque vous avez osé montrer que vous avez besoin d'eux. C'est comme s'ils avaient cartographié vos points de sensibilité émotionnelle les plus forts et choisi précisément ces moments pour devenir émotionnellement indisponibles. Il existe un schéma dévastateur dans cette dynamique. Ils deviennent froids exactement lorsque vous célébrez quelque chose d'important ou lorsque vous traversez des difficultés. Dans vos moments de joie, ils se montrent désintéressés, presque irrités par votre bonheur. Dans vos moments de douleur, ils deviennent distants, comme si vos problèmes étaient un inconvénient. C'est comme s'ils ne pouvaient être émotionnellement présents que lorsque vous êtes neutre, ni trop heureux, ni trop triste. Freud expliquerait que cette personne a appris à utiliser l'amour comme monnaie d'échange. Elle vous donne de l'affection lorsque vous vous comportez bien, lorsque vous ne la dérangez pas avec vos besoins, lorsque vous n'exigez pas trop de ses capacités émotionnelles limitées. Mais dès que vous avez vraiment besoin de soutien, elle retire cette affection comme une forme de punition silencieuse. Le plus dévastateur, c'est que vous commencez à modifier votre comportement pour retrouver leur chaleur. Vous devenez hyper vigilant au changement d'humeur de cette personne. Vous apprenez à lire les signes microscopiques qui annoncent l'arrivée du gel émotionnel. Vous développez des stratégies élaborées pour éviter de provoquer cette froideur. Vous cessez de demander de l'aide, vous cessez de partager vos problèmes, vous cessez de montrer votre vulnérabilité. Cette personne a une capacité impressionnante à vous faire sentir que vous en demandez trop simplement parce que vous avez des besoins humains fondamentaux. Lorsque vous recherchez du réconfort, elle vous fait sentir collant. Lorsque vous voulez partager votre joie, elle vous fait sentir que vous vous mettez en avant. Lorsque vous avez besoin de conseils, elle vous fait sentir incompétent. C'est comme si elle avait transformé vos besoins émotionnels naturels en défauts de caractère. Et voici le tournant le plus douloureux de toute cette dynamique. Vous réalisez que vous vivez une version déformée de l'amour, où vous devez cacher vos besoins humains les plus fondamentaux pour garder la personne à vos côtés. C'est comme si vous aviez signé un contrat émotionnel dans lequel vous donnez un amour inconditionnel et recevez de l'affection avec des clauses et des conditions. Si vous reconnaissez ces schémas dans votre vie, si vous ressentez cette froideur glaciale qui vient de quelqu'un qui devrait vous réchauffer, je veux que vous sachiez une chose. Vous méritez mieux. Vous méritez un amour qui ne se refroidit pas lorsque vous en avez le plus besoin. Alors si cette vidéo touche des blessures dont vous ne soupçonniez même pas l'existence, partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin de comprendre ces dynamiques. Laissez un commentaire en indiquant quel signe vous a le plus marqué. Et abonnez-vous à la chaîne, car nous allons continuer à explorer ces vérités psychologiques que personne ne vous a enseignées, mais qui peuvent transformer votre vie complètement. Cette froideur calculée crée un environnement émotionnel toxique où vous apprenez que l'amour est quelque chose qui peut vous être retiré à tout moment, en fonction de votre comportement. Vous intériorisez l'idée que vous devez mériter l'affection, que vous devez être parfait pour être aimé, que vos besoins émotionnels sont des inconvénients qui peuvent coûter la relation. Ce qui se passe, c'est que vous développez une anxiété chronique liée à l'abandon qui imprègne tous les aspects de votre vie. Même lorsque tout va bien, vous attendez avec impatience le prochain gel émotionnel. Vous vivez sur des œufs, essayant de deviner ce qui pourrait provoquer le prochain retrait d'affection. C'est une forme subtile de terrorisme émotionnel qui laisse des cicatrices invisibles, mais profondes, dans votre capacité à faire confiance et à établir des relations. Freud appellerait cela le conditionnement affectif, lorsque vous apprenez que l'amour est conditionnel et que vous devez constamment vous adapter pour le conserver. Le problème, c'est que ce n'est pas du véritable amour. Le véritable amour ne se fige pas lorsque vous êtes blessé. Le véritable amour ne se retire pas lorsque vous en avez besoin. Le véritable amour n'utilise pas votre vulnérabilité contre vous comme une arme de contrôle émotionnel. Ce qui suit est peut-être la forme la plus sophistiquée de haine secrète qui existe, lorsque quelqu'un vous contrôle par le biais de ce qui semble être une attention sincère. Freud aurait été fasciné par cette dynamique,
car elle représente la fusion parfaite entre l'amour et le pouvoir, entre la protection et la possession. C'est lorsque cette personne a découvert comment vous rabaisser tout en vous chuchotant qu'elle vous protège. Cette dynamique commence de manière presque imperceptible. Elle se positionne comme votre protecteur, votre guide, la voix de la raison dans votre vie. « Je veux seulement le meilleur pour vous », disent-ils. Et au début, vous les croyez. Car qui ne voudrait pas quelqu'un qui se soucie autant de lui? Qui ne voudrait pas avoir quelqu'un qui veille à son bien-être? Mais peu à peu, vous vous rendez compte que cette attention a un prix, votre autonomie. Ils commencent à donner leur avis sur vos vêtements. Êtes-vous sûr de vouloir porter ça? Sur vos amis, je ne fais pas vraiment confiance à cette personne. Sur vos rêves, est-ce réaliste pour quelqu'un comme vous? Chaque opinion est présentée comme une préoccupation légitime. Chaque suggestion semble être un conseil avisé. Mais l'effet cumulatif est dévastateur. Vous cessez de vous fier à votre propre jugement. Ce que Freud comprendrait immédiatement, c'est que cette personne a trouvé le moyen de satisfaire son besoin de contrôle sous un déguisement parfait, l'amour protecteur. Elle ne dit pas « tu ne peux pas faire ça », ce qui serait trop autoritaire. Au lieu de cela, elle dit « tu penses vraiment que tu devrais faire ça ?» La différence est subtile, mais le résultat est le même. Vous cessez d'agir. Cette personne développe une capacité impressionnante à détecter quand vous gagnez en confiance ou en indépendance et introduit immédiatement des éléments qui vous font remettre en question cette nouvelle autonomie. Si vous vous sentez plus sûr d'une décision, elle vous raconte l'histoire de quelqu'un qui a pris une décision similaire et qui s'est planté. Si vous êtes enthousiasmé par une opportunité, elle soulève des questions qui vous font hésiter. Il y a une mathématique cruelle dans ce comportement. Pour chaque pas que vous faites vers l'indépendance, elle fait 2 pas pour vous ramener à la dépendance. Elle sait exactement quand et comment semer le doute dans votre confiance en vous. C'est comme si elle avait un radar pour détecter la croissance de votre autonomie et un besoin compulsif de la tailler avant qu'elle ne s'épanouisse complètement. Le plus insidieux, c'est qu'ils utilisent votre historique de réussite comme validation pour un contrôle futur. Je ne t'avais pas prévenu à propos de cette personne? Je ne t'avais pas dit que cela poserait problème? Ils construisent soigneusement un récit dans lequel ils sont l'oracle sage et vous êtes le disciple imprudent qui doit toujours les consulter avant d'agir. Chaque fois que quelque chose ne va pas dans votre vie, cela devient une arme pour renforcer leur position en tant que conseiller indispensable. Freud appellerait cela une infantilisation systématique, quand quelqu'un vous traite comme si vous étiez incapable de prendre des décisions mûres, créant une dépendance émotionnelle qui lui profite plus qu'à vous. Parce qu'une personne dépendante est une personne contrôlable. Une personne qui demande toujours la permission est une personne qui ne vous abandonnera jamais. Vous commencez à remarquer que vos décisions sont devenues un processus de consultation permanente avec cette personne. Vous n'achetez rien d'important sans leur demander leur avis. Vous n'acceptez pas d'invitations sans vérifier qu'ils les approuvent. Vous ne faites pas de projets sans les inclure dans l'équation. Et chaque fois que vous essayez de prendre une décision indépendante, ils trouvent des moyens subtils d'exprimer leur désapprobation ou leur inquiétude qui vous font reconsidérer votre choix. Ce qui rend cela psychologiquement destructeur, c'est que vous perdez le contact avec votre propre intuition. Cette voix intérieure qui devrait guider vos choix est progressivement remplacée par la voix extérieure de cette personne. Vous cessez de vous demander « qu'est-ce que je veux ?» et commencez à vous demander « qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Votre boussole intérieure est détournée par quelqu'un qui prétend vous aider à naviguer, mais qui en réalité vous dirige vers l'endroit où il veut que vous alliez. Elle crée un environnement psychologique où votre indépendance est toujours considérée comme une rébellion dangereuse et votre dépendance est louée comme une preuve de sagesse et de maturité. « C'est bien que vous m'ayez demandé avant », dit-elle lorsque vous la consultez. Vous apprenez à être plus prudent, mais ce que vous apprenez réellement, c'est à déléguer vos décisions à quelqu'un qui a ses propres intérêts dans le résultat. Cette personne a une capacité impressionnante à transformer vos victoires indépendantes en motifs d'inquiétude et vos défaites en preuve que vous avez davantage besoin de ses conseils. Si vous prenez une décision seule et que cela fonctionne, elle trouve des moyens de vous montrer comment cela aurait pu encore mieux fonctionner si vous l'aviez consulté. Si cela ne fonctionne pas, cela devient la preuve définitive que vous ne pouvez pas être laissé seul pour prendre des décisions importantes. Freud aurait remarqué que cette personne satisfait de multiples besoins psychologiques à vos dépens. Elle se sent importante lorsqu'on la consulte, elle se sent supérieure lorsque ses opinions sont valorisées, et elle se sent en sécurité en sachant que vous ne prendrez pas de décision qui pourrait vous éloigner de son influence.
C'est une forme d'amour possessif qui se déguise en amour protecteur, mais qui est en réalité une prison émotionnelle aux barreaux invisibles. Le résultat est que vous développez une anxiété chronique face aux décisions qui paralysent votre capacité à agir de manière autonome. Même les choix les plus simples deviennent une source de stress parce que vous avez perdu confiance en votre capacité à bien choisir. Vous remettez en question chaque geste, chaque mot, chaque projet. C'est comme si un logiciel d'hésitation avait été installé dans votre esprit et se déclenche automatiquement chaque fois que vous devez prendre une décision. Les chaînes invisibles sont faites d'inquiétude transformées en contrôle, d'amour déguisé en possession, d'attention qui étouffe au lieu de nourrir. Et le plus cruel de tout, c'est que vous pouvez passer des années à croire que vous êtes protégé, alors qu'en réalité, vous êtes emprisonné par quelqu'un qui vous préfère petit, peu sûr de vous et dépendant plutôt que libre, confiant et autonome. La forme la plus lâche de haine est celle qui vous attaque par derrière, lorsque vous ne pouvez pas vous défendre, lorsque vous ne pouvez même pas savoir que vous êtes attaqué. Freud comprenait que certaines personnes, incapables d'affronter directement ce qui les dérange, choisissent la voie de la destruction silencieuse. Elles détruisent votre réputation petit à petit, mot après mot, insinuation après insinuation. Vous remarquez que quelque chose a changé, mais vous ne parvenez pas à identifier exactement quoi. Les gens vous regardent différemment. Les conversations s'arrêtent lorsque vous vous approchez. Les sourires semblent forcés. C'est comme si une histoire circulait à votre sujet, une version déformée de votre vie que vous ne connaissez même pas. Et au centre de cette toile de désinformation se trouve cette personne qui vous déteste en secret, tissant soigneusement votre destruction sociale. Cette personne est devenue une experte en diffamation. Elle ne dit pas de mensonges évidents, car ceux-ci seraient faciles à réfuter. Au lieu de cela, elle sème le doute à travers des demi-vérités et des interprétations malveillantes. « Je m'inquiète pour lui », dit-elle aux autres. « Il est un peu bizarre ces derniers temps, non ?» Une phrase apparemment innocente qui instille dans l'esprit des gens l'idée que quelque chose ne va pas chez vous. Ce qui rend cette dynamique dévastatrice, c'est sa subtilité. Ils n'attaquent jamais de front, ne font jamais d'accusations directes. Au lieu de cela, ils posent des questions qui insinuent des problèmes. Avez-vous remarqué comment il réagit ces derniers temps? Est-ce que tout va bien pour lui à la maison? Ce sont des questions qui semblent refléter une préoccupation sincère, mais qui agissent comme un poison lent sur la perception que les autres ont de vous. Freud appellerait cela une projection destructrice à l'échelle sociale. Cette personne prend tout ce qu'elle déteste en elle-même, la jalousie, la mesquinerie, l'incapacité à grandir, et le projette sur vous à travers les histoires qu'elle raconte. Elle fait de vous le méchant de l'histoire, afin de pouvoir être la victime ou l'héroïne attentionnée. Ils ont une mémoire sélective impressionnante pour vos erreurs et une amnésie pratique pour vos qualités. Quand ils parlent de vous, ils mentionnent cette fois où vous avez perdu patience, mais oublient les 1000 moments où vous avez été généreux. Ils se souviennent du jour où vous êtes arrivé en retard, mais ne parlent pas des fois où vous avez aidé sans qu'on vous le demande. C'est une curation malveillante de votre image, où seules les parties qui vous nuisent sont mises en avant. Le plus cruel, c'est qu'ils utilisent leur propre intimité avec vous comme source d'armes. Ces secrets que vous avez partagés dans des moments de vulnérabilité, ces insécurités que vous avez confessées en croyant être en sécurité, ces doutes que vous avez exprimés dans des moments de faiblesse, tout cela devient du matériel pour alimenter le récit négatif qu'ils construisent à votre sujet. Cette personne est devenue une archéologue de vos défauts. Elle déterre chaque erreur de votre passé, chaque moment de faiblesse, chaque décision discutable, et les transforme en preuve d'un caractère problématique. Il a toujours été comme ça, chuchote-t-il à qui veut l'entendre. J'ai juste mis du temps à m'en rendre compte. Ce que Freud comprendrait, c'est que cette personne tente de résoudre sa propre douleur psychologique par votre destruction sociale. Chaque fois qu'elle parvient à amener quelqu'un à vous remettre en question, elle se sent un peu mieux dans sa peau. Chaque fois que quelqu'un est d'accord avec ses insinuations, elle a le sentiment que sa version de la réalité est validée. Vous commencez à ressentir un isolement progressif. Les invitations se font plus rares, les gens se comportent de manière plus distante. Vous sentez que vous perdez vos relations sociales, mais vous ne comprenez pas pourquoi. C'est comme si un procès public dont vous n'avez pas été informé était en cours, où des preuves sont présentées contre vous et où vous n'avez pas le droit de vous défendre. Le plus dévastateur est de réaliser que cette personne a transformé votre réseau social en un tribunal où vous êtes l'accusé absent. Elle s'est positionnée comme procureur, témoin et parfois même juge,
construisant un dossier contre vous sur la base d'interprétations déformées des faits. C'est la forme d'agression la plus lâche qui soit, car vous ne pouvez pas vous défendre contre quelque chose dont vous ignorez l'existence. Vous ne pouvez pas réfuter des accusations qui ne sont jamais formulées directement. Vous ne pouvez pas corriger des interprétations qui ne sont jamais exposées clairement. C'est comme combattre des fantômes sur un champ de bataille invisible. Freud dirait que vous vivez l'une des formes les plus primitives d'ostracisme social. Être exclu de la tribu par des rumeurs et des insinuations. Et le plus douloureux, c'est que l'architecte de cette exclusion est quelqu'un que vous considériez comme proche, quelqu'un qui avait un accès intime à votre vie et qui a utilisé cet accès comme une arme contre vous. La tragédie finale est que, souvent, vous ne découvrez même pas que c'est cette personne en particulier qui a orchestré votre destruction sociale. Ils sont si habiles à brouiller les pistes que vous pouvez passer des années à vous demander pourquoi les gens ont changé d'attitude envers vous, pourquoi vous vous sentez isolé, pourquoi votre réputation semble avoir été entachée par des crimes que vous n'avez même pas commis. Mais nous arrivons maintenant au moment le plus important de ce parcours, la reconnaissance que vous n'êtes pas fou, que vous n'imaginez pas des choses et que vous n'êtes pas coupable d'avoir ressenti tout cela. Freud nous a appris que le premier remède à toute blessure psychologique est de nommer la douleur, de mettre des mots sur ce qui n'était auparavant qu'une sensation confuse et angoissante. Et c'est exactement ce que nous venons de faire ensemble. Vous avez passé des années à penser que le problème venait de vous, que vous étiez trop sensible, trop méfiant, trop dramatique. Vous avez intériorisé la culpabilité de sentir que quelque chose n'allait pas, même lorsque toutes les preuves extérieures suggéraient que vous devriez être reconnaissant d'avoir cette personne dans votre vie. Mais votre intuition était juste depuis le début. Cette petite voix qui vous murmurait à l'oreille n'était pas de la paranoïa, mais une sagesse ancestrale qui essayait de vous protéger. Comprendre ces schémas ne signifie pas devenir cynique ou méfiant envers tout le monde. Il s'agit plutôt de développer ce que Freud appellerait un ego observateur, cette partie de vous qui est capable de voir clairement les dynamiques relationnelles sans se laisser tromper par les masques que certaines personnes portent. Il s'agit d'honorer votre intuition lorsqu'elle détecte un danger émotionnel, même si ce danger se présente sous le couvert de l'amour. La libération commence lorsque vous cessez d'essayer de convaincre cette personne de vous aimer sincèrement, lorsque vous cessez de modifier votre comportement, dans l'espoir qu'elle vous témoigne enfin l'affection que vous méritez. Quand vous comprenez que le problème n'a jamais été que vous n'étiez pas assez bien, le problème a toujours été qu'il n'était pas capable d'aimer de manière saine. Freud nous enseigne que certaines personnes portent en elles une blessure si profonde qu'elles ne peuvent établir des relations qu'en projetant cette blessure sur les autres. Elles ne peuvent pas guérir, alors elles essaient d'infecter. Elles ne peuvent pas grandir, alors elles essaient de rabaisser les autres. Elles ne peuvent pas briller, alors elles essaient d'éteindre la lumière des autres. Comprendre cela ne signifie pas excuser leur comportement, mais se libérer de la responsabilité de guérir des blessures qui ne sont pas les vôtres. La première étape pratique vers votre libération consiste à établir ce que les psychologues appellent une distance émotionnelle sûre. Cela ne signifie pas nécessairement couper complètement le contact, ce qui n'est parfois pas possible, surtout si la personne fait partie de votre famille. Cela signifie cesser de rechercher la validation émotionnelle de cette personne. Cela signifie partager moins de votre vie intime avec elle. Cela signifie protéger vos rêves, vos vulnérabilités, vos joies de l'influence toxique de cette dynamique. Vous devez réapprendre à vous fier à votre propre perception de la réalité. Des années de manipulation émotionnelle vous ont peut-être déconnecté de votre intuition, mais celle-ci est toujours là, attendant d'être à nouveau entendue. Lorsque vous ressentez cette oppression dans la poitrine en présence de quelqu'un, lorsque votre énergie s'épuise après une conversation apparemment normale, lorsque quelque chose en vous vous murmure, attention, écoutez. Votre intuition est le système de navigation émotionnelle le plus sophistiqué dont vous disposez. La véritable guérison survient lorsque vous cessez d'attendre que cette personne change et que vous commencez à changer la façon dont vous interagissez avec elle, lorsque vous cessez de donner du pouvoir à ses commentaires sarcastiques, lorsque vous cessez de rechercher l'approbation de quelqu'un qui est incapable d'approuver sincèrement, lorsque vous comprenez que le véritable amour n'a pas besoin d'être conquis, il est offert librement. Et voici la vérité la plus libératrice de toutes. Il existe des personnes dans le monde qui vous aimeront pour ce que vous êtes, et non malgré ce que vous êtes. Des personnes qui célébreront vos victoires sans les concurrencer. Des personnes qui vous accueilleront dans les moments difficiles sans vous juger.
des personnes qui vous encourageront à grandir au lieu de vous rabaisser. Vous méritez d'avoir ces personnes dans votre vie. Maintenant, je veux savoir, lequel de ces signes a le plus touché votre âme? Quel schéma avez-vous reconnu dans votre propre vie? Partagez dans les commentaires le moment de reconnaissance le plus douloureux, mais aussi le plus libérateur pour vous. Parce que parfois, mettre notre expérience en mots est la première étape pour la transformer. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne. Votre parcours vers la libération émotionnelle commence au moment où vous cessez de nier ce que votre cœur a toujours su. Vous méritez d'être aimé sincèrement, sans condition, sans jeu, sans masque. Et cette vérité, une fois reconnue, ne pourra plus jamais vous être enlevée.